Alors, dans un courrier adressé au Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Raymond Tshibanda, demande à l'ONU de mettre en garde le Rwanda au sujet de la présence de Rwandais aux côtés de rebelles dans l'est du pays et d'une conspiration évoluant dangereusement vers un schéma de rupture de la paix. À l'occasion d'une conférence de presse à Kigali il y a quelques jours, Paul Kagame, avec colère et ironie, l'a répété sur tous les tons: le Rwanda n'est pas la cause des problèmes du Congo, ils existaient avant que je naisse. Il est en plus exaspéré par les accusations indirectes de Kinshasa et aussi de la mission de l'ONU en RDC. Il a d'ailleurs plusieurs fois réfuté tout soutien aux mutins de l'Est de la RDC. Alors comment expliquer ces propos de Paul Kagame, Bernard Derty? On peut l'expliquer, cette irritation, par le fait qu'il ne souhaite pas que l'on dise qu'il est impliqué dans cette affaire. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est ce rapport de l'ONU et aussi les observations de cette ONG qui est Human Rights Watch, qui effectivement a observé qu'il pouvait y avoir un certain nombre de Rwandais qui se trouvaient au sein du M23 notamment. On a même indiqué qu'il pouvait y avoir des gens arrivant en uniforme rwandais pour se déshabiller, se mettre en uniforme du M23. Je ne sais pas si cela a été vu effectivement, mais c'est en tout cas le bruit qui court. Alors cela agace Paul Kagame, mais personne ne conteste véritablement que le Kigali, que le Rwanda joue un rôle malgré tout dans cette affaire, même si c'est le fait que de relations et d'habitudes de relations entre des ethnies qui se trouvent de part et d'autre de la frontière du Rwanda et du Congo, mais il est un fait qu'il faut éclaircir cette affaire parce que le jeu joué par le Rwanda n'est pas clair et qu'on a besoin effectivement de poser les choses sur la table. Comment est-on arrivé à ce qu'un problème qui était sinon réglé, mais en tout cas avait permis la paix dans cette région des Grands Lacs? Pourquoi à nouveau on se retrouve en face d'un problème entre, d'une part, les forces armées de la République du Congo et, d'autre part, le M23. On ne peut pas dire que c'est uniquement le fait que l'on recherche le général Taganda, qui lui est recherché par le CPI, puisque ce même Taganda n'est pas en accord avec le chef du M23 et que il y a vraisemblablement la volonté de la part de ces militaires. Ils ne sont pas très nombreux, même s'ils ont été renforcés ces derniers jours par d'autres officiers supérieurs qui avaient été eux aussi mis dans les forces armées de République du Congo, puisque c'est des anciens du Congrès national pour la défense du peuple, et même si ils ont été renforcés par de nouveaux officiers supérieurs, il n'empêche qu'ils ne sont pas très nombreux, c'est quelques centaines, et que en face l'armée de la République du Congo est autrement plus importante. Alors pourquoi ce qui est sûr, c'est que il va falloir à un moment ou à un autre que l'on s'assoie autour d'une table et que le Rwanda et le Congo, dont les ministres des Affaires étrangères se retrouvent et se rencontrent tout de même plusieurs fois, se sont rencontrés plusieurs fois au cours de cette semaine. Il faudra tout de même que l'on arrive à s'expliquer et savoir s'il s'agit d'une rébellion avec des intérêts personnels de quelques officiers ou s'il s'agit d'intérêts plus grands, plus importants de la part d'un pays, en l'occurrence le Rwanda, par rapport à une province, le Nord. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Au Burundi, l'armée et la police ont affirmé avoir mis hors d'état de nuire ce week-end un groupe d'hommes armés en provenance de la République démocratique du Congo. Les intrus, qui étaient armés de plusieurs fusils, ont franchi la rivière Rusizi pour gagner la réserve naturelle de la Kibira au Burundi. Ils ont été interceptés à la hauteur de la localité de Bugumengiro. L'affrontement, qui aurait duré plusieurs heures, aurait fait une quarantaine de morts du côté des assaillants. Un bilan qui reste à confirmer.
Et puis dans l'est de la République démocratique du Congo, la rébellion dite du M23 a dans un communiqué sollicité une trêve dans les combats avec l'armée gouvernementale afin de faciliter pour les élèves finalistes du secondaire le déroulement des épreuves du test national qui débute ce lundi 25 juin. Au Congo-Brazzaville, les veuves ont plaidé samedi pour l'élaboration de la loi portant protection de leurs droits. À l'occasion de la Journée internationale des veuves, elles ont évoqué leur vulnérabilité, soulignant que de nombreuses veuves sont victimes de persécutions, discriminations et violences domestiques. En République démocratique du Congo, la situation n'est guère plus brillante, nous signale notre correspondant à Goma, Primo Pascal Roudaïgua. Plusieurs coutumes en République démocratique du Congo déconsidèrent les droits de la femme après la mort du mari. Les veuves sont souvent flagellées, violentées, traitées de sorcières et chassées du toit conjugal. Les biens et les enfants récupérés par la belle famille. Pauline Ouamaria, veuve depuis plusieurs années, explique. Quand le mari meurt, il y a la famille qui commence à déconsidérer la veuve. Pourquoi? Parce que la famille se dit, bon, elle n'est plus des nôtres. Nous avions une relation quand notre fils était là. Et là, la femme, elle est vraiment maltraitée. On leur a vu même des enfants. Même les biens, on les ravit à la veuve. Parce qu'on s'est dit, non, elle est d'une autre famille, elle va se remarier, surtout quand elle est jeune. C'est là qu'elle vit des problèmes. Parce qu'on s'est dit, non, elle est encore jeune, elle va se remarier. Quelques coutumes rétrogrades exigent aux veuves des pratiques de torture corporelle dont elles souffrent parfois toute la vie. Emerence Massika est une conseillère conjugale. Elle déplore le fait que plusieurs femmes ignorent leurs droits. Plusieurs mamans ne connaissent pas leurs droits. Les femmes qui sont légalement mariées au bureau de l'état civil devaient exiger que tous les biens de la famille soient enregistrés au nom du mari et au nom de la femme. Cela éviterait que la belle famille en profite à la mort du mari. La loi est plutôt claire à ce sujet, mais plusieurs tribus violent les saintes écritures et le code de la famille. Maître Duwana Machali, avocat au barreau de Goma. Dans la Bible, la veuve et les orphelins ont une particulière considération. La femme veuve est directement usufruitière. Elle doit garder le patrimoine que son mari lui a légué. Pauline Ouamaria souhaite que l'État congolais prenne en compte les difficultés des veuves. Moi, je pense que le gouvernement congolais devrait chercher comment occuper ces veuves. Et pour les occuper, il faut créer des unités de production pour qu'elles aussi se sentent concernées et considérées par le gouvernement. Les veuves se réfugient la plupart dans les églises où elles trouvent consolation et solidarité. Goma, Primo Pascal Roudaïgua, La Voix de l'Amérique. Actualité. Oui, moi c'est Jean-Luc Atombe, citoyen journaliste pour La Voix de l'Amérique, résident à Lubumbashi. L'actualité chez nous est dominée par le problème de la coupure des l'électricité dans certains quartiers, ça pose beaucoup de problèmes à certaines personnes. Les gens ne savent pas comment se retrouver parce que les attaques par les bandits, mais armés, depuis de leurs biens, de leur argent, tout ça c'est à cause de la coupure. Jusqu'à présent, il n'y a pas une solution durable, alors la population est en train vraiment de demander aux autorités de sécurité par tous les moyens, comment trouver une solution à ça. Parce que ça crée vraiment de l'insécurité. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. La frontière somalienne. Le pouvoir congolais continue de démentir l'existence de défections dans les rangs de l'armée. Le porte-parole du gouvernement parle de rumeurs pour démoraliser les troupes. Lambert Mende pointe du doigt une officine sans donner plus de précision. Néanmoins, il semble bien que les désertions se poursuivent. Plusieurs soldats auraient encore quitté les rangs des FRDC cette semaine pour rejoindre les mutins du M23 dans le Nord Kivu. De quoi encore alimenter l'insécurité dans l'Est du pays. Un problème qui inquiète particulièrement la société civile de cette province, dont une délégation est à Kinshasa pour alerter les pouvoirs publics. Kamanda Wakamanda Mouzembe. Plusieurs dizaines, quelques centaines, difficile d'évaluer le nombre exact de militaires qui jusqu'ici ont fait défection. On sait néanmoins, selon des sources concordantes, que ce week-end, 7 officiers supérieurs et 170 hommes de troupes ont rejoint la rébellion du M23. D'autres désertions pourraient encore avoir lieu, estiment de nombreux observateurs. Pour sa part, la coordination de la société civile du Nord Kivu qui séjourne à Kinshasa a interpellé ce samedi les acteurs politiques. Le Rwanda doit désormais être considéré comme un pays agresseur, a dit Thomas Dakin Mwiti aux élus de la province du Nord Kivu. Pour le président de la société civile du Nord Kivu,
Il faut mettre fin à l'hypocrisie diplomatique qui caractérise les relations entre Kigali et Kinshasa. Les animateurs de la société civile ont également prévenu que la population est prête à se prendre en charge pour empêcher un éventuel plan de balkanisation du Congo-Kinshasa. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Regard vers un autre géant de l'Afrique, c'est la République démocratique du Congo. Là aussi, les ressources sont immenses, mais cette richesse ne profite qu'à une minorité et les combats se poursuivent dans l'est du pays. Le Congo, un pays qui tombe en miettes, lit-on dans Die Tageszeitung. Jour après jour, de nouveaux réfugiés arrivent dans les camps de l'Est du pays. Les organisations humanitaires sont totalement débordées. L'armée congolaise se casse les dents sur les rebelles du M23. Mais poursuit le journal, parler d'une armée au sens propre dans l'Est du Congo serait exagéré. Depuis avril, des officiers désertent tous les jours avec soldats et armes. Selon les experts, ce sont 5 officiers par jour. Le poste frontalier entre Goma au Congo et Gisenyi au Rwanda permet d'observer comment cela se passe. Des soldats montent dans un véhicule tout-terrain et saluent. Leur commandant descend du siège du passager en jean et t-shirt. Il porte une valise. D'un signe de la tête, il prend congé et passe la frontière. Et poursuit le journal, plusieurs sources le confirment, les déserteurs comme lui remontent vers le nord et repassent la frontière avec le Congo pour se joindre au M23. Dans un autre article, le même journal relate comment cette rébellion du M23, regroupée autour de l'ex-général Tutsi Bosco Ntaganda, est en train de recruter d'anciens miliciens démobilisés Hutus des FDLR, comme quoi le M23, poursuit Die Tageszeitung, aspire à rassembler tous les combattants rwandophones dans l'... Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. À l'est de la RDC, l'état-major des forces armées se fait du souci en ce moment. La semaine s'achève sur fond de saignées dans les rangs, des défections en cascade en effet de militaires, et il n'y a pas que des hommes de troupes, même des officiers passent avec armes et bagages chez les rebelles. L'état-major confirme sans autre détail. À Kinshasa, la capitale pour le gouvernement, les guérilleros du M23, les filières de recrutement, il y a derrière le Rwanda. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omlanga, chez nos confrères de Radio Okapi, partenaire de la Radio des Nations Unies. Nous avons difficile à croire que le Rwanda ne soit pas considéré comme partie intégrante des problèmes qui ont surgi dans cette partie de notre pays, dans la mesure où, le cœur du problème, comme le président Kagame lui-même l'a défini, c'est le FDLR, et à ma connaissance, les FDLR n'ont pas changé de nationalité, ce sont des Rwandais. Donc par ce fait même, le problème ne peut pas être défini comme congolo-congolais. Deuxièmement, il y a ces rapports qui ont été vérifiés et que la communauté internationale est en train de vérifier à son niveau, faisant état de filières de recrutement, de filières de ravitaillement à cette force négative qui insécurise le Kivu à partir du Rwanda. Alors le Rwanda doit être tenu pour responsable de l'existence de filières de recrutement sur son territoire. Lambert Mende Omlanga, le porte-parole du gouvernement de la République. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. République démocratique du Congo, le Nord Kivu s'inquiète d'une possible catastrophe humanitaire. Alors que le territoire de Rutshuru est toujours le théâtre d'une mutinerie, c'est désormais 1/4 million de déplacés qui ont besoin d'aide. Même si la situation est relativement calme depuis quelques jours entre l'armée et les rebelles du M23, les populations vivent dans des conditions de plus en plus précaires. Kamanda Muzembe. C'est une catastrophe humanitaire en perspective. Plus de 250 000 personnes, des déplacés de guerre, font face à une grave situation dans le Rutshuru. Depuis quelques jours, plusieurs ONG ont plié bagages. Seuls le CICR et MSF ont décidé de rester sur place. Le cri de détresse du gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia.
Ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, c'est que les ONG qui se sont mobilisées par le temps passé pour venir en aide à nos déplacés, on ne voit pas autant de mobilisation. Je voudrais donc dénoncer cette passivité et interpeller la communauté humanitaire pour qu'on ne puisse pas assister passivement à ces vies humaines qui risquent de s'éteindre. Y a-t-il d'autres raisons, des raisons cachées derrière ce retrait précipité des humanitaires, le gouverneur Julien Paluku? C'est une question qui mérite une attention particulière pour comprendre pourquoi les acteurs humanitaires se retirent sur le terrain alors que leur tâche, leur rôle, c'est de venir en aide aux populations en détresse. Cette situation humanitaire très préoccupante a été évoquée également par deux personnalités de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mouita et Omer Kavota, qui étaient en séjour dans la capitale. Kamanda ou à Kamanda. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Et l'insécurité que connaît depuis des mois, donc la RDC, cette instabilité et cette insécurité connaissent un regain d'intensité dans la province du Nord Kivu, dans l'est donc de la République démocratique du Congo. Les membres de la société civile du Nord Kivu en appellent à la mobilisation générale de tous les Congolais et des pays amis de la RDC pour mettre fin à la guerre. Plus de 250 000 personnes, des déplacés de guerre, font face à la situation humanitaire catastrophique dans le territoire de Rutshuru et depuis quelques jours, plusieurs ONG humanitaires ont cessé d'opérer dans cette zone selon la société civile. Pour sensibiliser donc les diplomates étrangers et les autorités congolaises sur la situation dans l'est de la RDC, une délégation de la coordination de la société civile du Nord Kivu vient de terminer une visite de 10 jours à Kinshasa. Dans une conférence de presse à Kinshasa, le coordonnateur de la société civile du Nord Kivu, Thomas Dakin Mouiti, a proposé des pistes de sortie de crise. Ces propos ont été recueillis par notre correspondant Saleh Mwanamilongo. Je pense que dans les autres provinces, on était en train de dire une grande partie du budget national est en train d'aller dans les opérations militaires. Mais quels sont les résultats? Nous demandons au gouvernement de mener, avec le concours de la société civile et de vous-même, des grandes actions de plaidoyer et de lobbying auprès de la communauté internationale pour obtenir la suspension des aides au gouvernement rwandais. Ça, c'est notre point de vue. Puisqu'ils utilisent ces aides-là pour détruire le voisin, ce qui n'est pas honnête en rapport avec les accords et les lois internationales. Et enfin, accélérer la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité tout entiers. Thomas Dakin Mouiti qui pointe donc aussi le doigt sur le Rwanda, accusé d'alimenter la rébellion du M23. Kigali continue de son côté à nier toute implication. Je reste en RDC pour signaler que les soldats mutins regroupés au sein du M23 ont indiqué que les combats qui les opposent à l'armée loyaliste ont repris ce lundi. Le M23 accuse l'armée congolaise de perturber les élèves inscrits dans la région, de passer l'examen d'État équivalent du baccalauréat dans la sérénité. Sur la Deutsche Welle, vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Partons à présent en République démocratique du Congo. Les élèves commencent les épreuves de l'examen d'État ce lundi. Une situation un peu compliquée, notamment dans l'est du pays où après une semaine d'accalmie, les rebelles du M23 affirment que l'armée congolaise a attaqué leur position près de Mbouzi. Ce qui inquiète les habitants du Nord Kivu, c'est que les défections au sein des FARDC ne faiblissent pas, bien au contraire. Selon la société civile du Nord Kivu, 17 militaires ont ainsi quitté leur position la nuit dernière à Kanyunga. Thomas Dakin Mouiti est le président de la société civile du Nord Kivu. C'est un complot qui est monté pour déstabiliser le Nord Kivu et le Sud Kivu, et c'est tout. Donc, on est en train de récupérer tous les militaires qui étaient déjà intégrés dans les FARDC et on les récupère dans le M23. À Beni, dans la ville de Butembo, en territoire de Lubero, c'est chaque jour qu'il y a des défections. Et même hier et aujourd'hui la nuit, un colonel qui était basé à Butembo-ville vient de faire défection pour se rallier à ces mouvements. Lorsqu'on a procédé au mixage, tous ces gens-là qui étaient des petits soldats de rang se sont attribués les grades de colonel. Et ne sachant pas la valeur de ces grades, ils sont en train de jouer avec. Donc, ce sont des colonels qui se font accompagner de leurs hommes de troupes avec leurs gardes rapprochés et qui sont en train de faire défection. Thomas Dakin Mouiti joint à Goma. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com.
africain. La chef de la diplomatie rwandaise a rejeté en bloc les accusations sur la présence de Rwandais aux côtés de rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Louise Mushikiwabo a affirmé que le Rwanda ne participerait en aucune façon à une déstabilisation de la région et de l'est de la RDC en particulier. Elle a condamné les rumeurs à ce sujet, estimant qu'elles pourraient par ailleurs susciter des violences à l'encontre de citoyens rwandais vivant en RDC. Et puis toujours à propos de la République démocratique du Congo, une marche en mémoire du militant des droits de l'homme Floribert Chebeya, assassiné en 2010, est prévue ce mardi dans plusieurs villes de République démocratique du Congo, dont Kinshasa a été reportée. C'est ce qu'ont indiqué les organisateurs qui ont précisé que dans certaines provinces, des défenseurs de droits de l'homme avaient demandé que la marche puisse être reportée pour mieux l'organiser. Elle pourrait être du coup organisée le 16 juillet, la veille de la reprise de l'audience de l'affaire Chebeya en... Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Encore une fois, le Rwanda a nié les allégations de la RDC relatives à son implication dans le conflit qui sévit dans l'est du Congo. Hier, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a rejeté les accusations d'experts internationaux disant que son pays soutient les mutins congolais. Pareille allégation rappelle le discours qui avait précédé le génocide des Tutsis rwandais en 1994, a déclaré Madame Mushikiwabo. Lors d'une réunion lundi à l'ONU, elle a affirmé que le Rwanda ne serait impliqué d'aucune manière dans des actes pouvant détruire la paix ou déstabiliser la région. Des diplomates onusiens signalent qu'un nouveau rapport de l'organisation internationale contient des preuves concernant l'aide fournie par les officiers militaires rwandais aux soldats rebelles du M23 en République démocratique du Congo. Selon Louise Mushikiwabo, on veut simplement faire du Rwanda un bouc émissaire pour les problèmes de la RDC. Et parlant de la RDC, disons que le Fonds monétaire international vient de faire une prévision prometteuse sur l'économie de ce pays. Au terme d'une récente mission au Congo-Kinshasa, Robert York a projeté hier lundi que l'économie de ce pays d'Afrique centrale connaîtra une croissance de 7% en 2012 avec un taux d'inflation inférieur à 10%. Il a aussi prédit une réduction du déficit budgétaire en RDC. Parce que le pays a une faible participation à l'économie mondiale, indique York dans une déclaration écrite, il n'a pas subi en général les effets de la crise économique européenne. Il recommande toutefois une plus grande implication qui favoriserait le développement du Congo et sa capacité d'attirer les investisseurs. Des réformes sont à souhaiter également, selon le fonctionnaire du FMI, dans le secteur minier, afin de le rendre plus transparent. Au moins 18 Cap sur la République démocratique du Congo pour commencer. Le budget 2012 a été voté à l'Assemblée nationale hier. C'est un budget qui s'élève à près de 8 milliards de dollars américains et qui a été présenté vendredi par Matata Ponyo, son premier en tant que chef du gouvernement. Selon le Premier ministre, près de 30% de ce budget sont consacrés à l'amélioration du cadre de vie et des conditions sociales de la population congolaise. Mais tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Des députés de l'opposition jugent ce budget, je cite, irréaliste et non sincère. Je vous propose d'écouter l'un d'eux, José Makila, député national et président de l'Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD. C'est malheureux et déplorable pour la République démocratique du Congo. Le Premier ministre et son gouvernement nous amènent un budget irréaliste. Et nous vous disons que l'opposition dans son ensemble a voté non. Étant donné que l'Assemblée nationale est composée de la majorité et de l'opposition, et cette majorité que moi je qualifie de mécanique a voté pour la recevabilité. Le budget n'est pas équilibré. Rien que les institutions sont budgétivores qui consomment plus de la moitié du budget. Le président de la République lui-même consomme un quart du budget. Le Premier ministre de la primature, le vice-premier ministre du budget et le ministre des Finances, ce sont eux qui consomment plus de la moitié du budget. C'est anormal. Donc on veut enterrer et le sport et la culture dans notre pays, pendant que le ministère du budget a 17 milliards. Vous voyez le déséquilibre qui est là. Le ministère de l'Éducation nationale, où on doit mécaniser les enseignants, gage de notre progrès, la matière grise au Congo. Ils n'ont pas grand-chose. Ce budget est antisocial. Vous trouverez que les recettes de
produits pétroliers ne sont pas pris en compte. Et le Premier ministre, aujourd'hui, dans sa réponse, nous dit les recettes des produits pétroliers de Cabinda Bakongo. Jusque-là, nous sommes dans la négociation avec l'Angola. Un gouvernement irresponsable. C'est un budget de cafouillage. C'est pourquoi l'opposition politique dit non à ce budget. Justement, à propos des recettes, selon le gouvernement, elles représentent 62,7% de ce budget, soit environ 5 milliards de dollars américains. Et d'après le gouvernement, toujours, l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, depuis le 1er janvier, peut bien donner encore plus de fonds au trésor public. Qu'en pensez-vous? Le gouvernement parle de recettes de 62%. Or, le gouvernement, dans son document, dit que la ressource au niveau national donne 67% et que la ressource externe donne 37%. Que justifie le gouvernement de cet écart de 5%? Donc, vous trouvez que ce n'est pas correct, tous les chiffres avancés par le gouvernement. Il faut que la communauté nationale et internationale le sache que ce budget sous examen est déjà consommé à plus de 90%. Alors qu'est-ce qu'on fait? On joue une pièce de théâtre où on gère l'État comme on veut, comme sa poche. Matata Ponyo a également répondu aux préoccupations soulevées par les députés lors du débat général. Brièvement, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit grand-chose. Il a dit ce que je venais de vous dire. Il a énuméré chaque secteur qui a amélioration, qui a ceci. Il n'a fait que réconforter le budget qu'il a présenté. Sur le plan chiffre, il n'a changé aucune chose. Sur le plan ligne budgétaire, il n'a changé aucune chose. Il ne nous a pas parlé de chiffres. Il est venu nous parler de la litanie. Point barre. Mais le budget qui dit budget dit les chiffres. Il ne nous a pas parlé de chiffres. Qu'est-ce qu'on peut conclure par là? José Makila, député national congolais, président de l'ATD, joint à Kinshasa. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. International dénonce cet autre fléau qu'est la drogue, François Duc. La consommation est toujours en hausse, Bruce Walker. C'est le cas chez nous en Afrique. Illustration dans l'Est de la République démocratique du Congo avec un battant de la société civile, Jean-Baptiste Safari Bargoula. Au site Kivu, beaucoup plus le chanvre. Et la plupart des fois, vous verrez que les gens qui sont impliqués dans ce trafic, parfois sont des militaires, des ex-combattants, des mobilisés, qui ont été mal réinsérés. Alors, ils combinent avec le chanvre parce que ça les aide à... Bon, quand ils ont pris ça, ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils n'ont pas le temps de penser à la paix, à la sécurité des autres, donc ils se livrent dans des genres d'aventures. La consommation excessive de la drogue ou du chanvre spécialement conduit au fait à poser des actes de criminalité. Parce que quand on a pris ça, la tête ne fonctionne plus normalement. On est prêt à prendre son arme et aller tuer ou aller voler ou aller faire n'importe quoi. Donc il y a un lien direct entre cette consommation de chanvre et les actes de banditisme qu'on est en train d'enregistrer par-ci par-là dans la de l'année en République démocratique du Congo qui pose problème. 8 milliards de dollars américains, ainsi ces chiffres, la loi de finances présentée au Parlement par le gouvernement, un projet antisocial de l'avis de l'opposition qui juge notamment insensé, anormal, exagéré les ressources accordées à l'exécutif, autrement dit la présidence de la République et la primature. Nous écoutons Jean-Luc Boussa, député élu sous la bannière du MLC, le mouvement de libération du Congo, une composante de l'opposition, propos recueillis par Guy Kalenda. Les institutions prennent 320 millions de dollars américains, dont la présidence de la République et la primature, qui ne réalisent que des dépassements budgétaires d'une moyenne de 260%. La présidence de la République, par exemple, en 2011, a dépensé presque 200 millions de dollars. Quelle est cette présidence qui peut vivre avec 200 millions de dollars? Alors que la même présidence a vécu avec 20 millions de dollars. Qu'est-ce qui explique que c'est bon? Les structures sont restées les mêmes, les hommes sont les mêmes, il n'y a pas de modification quelconque. On peut dégager des économies de plus de 80 millions de dollars dans les dépenses de la présidence, sans déranger la présidence. La primature, on peut prendre 20 millions de dollars à la primature et lui laisser 15 millions. Ça vous fera plus de 100 millions de dollars. Avec 120 millions de dollars d'économies dégagées dans ce secteur, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? On peut améliorer les salaires des fonctionnaires à plus de 30-40 000 francs congolais par personne et ça va donner au moins les derniers aura 100 dollars. Si on ne veut pas des fonctionnaires, mais on peut construire des écoles et des hôpitaux. Dans tous les territoires de ce pays, on peut faire quelque chose. C'est là le débat. Mais quelque chose de grave encore, comment expliquer qu'un ancien Premier ministre, grand cordon des ordres des héros, puisse apparaître dans un budget de l'État à raison de 2 200 000 dollars américains, où on lui achète des produits pharmaceutiques pour 200 000 dollars, il va à l'hôpital pour 200 000 dollars, il doit voyager, on ne sait pas où et pour faire quoi. 2 200 000 dollars, quand vous comparez avec ces budgets, c'est le budget de 22 ISP
instituts supérieurs pédagogiques ou des écoles techniques. Donnez les 23 millions de dollars à l'école classique. Laissez Amende, donc ministre de l'éducation à la citoyenneté, la RTNC, qu'il améliore les programmes de la RTNC. Je crois que ça sera suffisant. Jean-Louis Boussa, député MLC, Mouvement de Libération du Congo. La contestation toujours de mise au Soudan. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Démocratique du Congo, la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver. Les premiers cas de choléra ont fait leur apparition à Rwanguba, dans la région de Rutshuru, 150 cas, parmi les populations déplacées à la suite des affrontements entre les mutins du M23 et les FARDC. Les travailleurs humanitaires sont mobilisés, car contrairement à ce que déclaraient sur nos antennes hier les autorités régionales, les organisations n'ont pas quitté la zone. Olivier Roger. Merlin, Solidarité, Médecins sans frontières, Caritas, IRC, World Vision, le CICR, aucune des grandes ONG, pas plus que les agences onusiennes, n'a quitté le Nord Kivu et encore moins la région de Rutshuru. Au contraire, précise un humanitaire, lorsque la situation devient critique, les ONG n'ont pas pour habitude de déserter le terrain. Depuis quelques jours, elles travaillent même d'arrache-pied à enrayer une épidémie de choléra qui vient d'éclater à Rwanguba, où vivent plusieurs milliers de personnes déplacées en raison des combats entre l'armée congolaise et les mutins du M23. MSF, Solidarité et Merlin travaillent de concert avec le ministère de la Santé pour apporter une réponse sanitaire rapide afin d'empêcher que cette épidémie ne devienne dévastatrice. Déjà 150 cas de choléra ont été répertoriés à Rwanguba. L'inquiétude du gouverneur du Nord Kivu est donc infondée. Il s'inquiétait récemment du départ des ONG de la région de Rutshuru et d'un possible abandon des populations. Il n'en est rien. OCHA, le coordinateur humanitaire des Nations Unies, confirme que le travail des ONG et des agences de l'ONU n'a jamais été interrompu. Et dans le Nord Kivu, les combats entre l'armée et les mutins ont repris hier après une semaine d'une accalmie relative. C'est ce qu'affirme le M23. Avant de riposter, nous informons les Nations Unies pour dire que les FARDC doivent cesser les attaques pour donner la chance aux élèves de passer l'examen d'État, l'équivalent du bac, dans la sérénité. C'est ce que déclarent les mutins. Les élèves ont entamé les épreuves hier dans toute la RDC. Le gouvernement dit avoir pris des mesures pour permettre aux jeunes du territoire de Rutshuru, où se déroulent les combats depuis plus d'un mois, de passer eux aussi l'examen. Le Rwanda a formellement démenti hier aux Nations Unies les accusations de Kinshasa selon lesquelles Kigali soutiendrait des rebelles dans l'est de la RDC. La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, parle d'une guerre des mots destinée à faire de Kigali le bouc émissaire des problèmes de la RDC. Karim Lebourg. La ministre rwandaise est venue dénoncer à l'ONU une campagne de désinformation. Le Rwanda, dit-elle, ne soutient aucun groupe armé dans l'est de la RDC et dément la présence de soldats rwandais aux côtés des rebelles du M23. D'un côté et de l'autre de la frontière, on ne peut pas dire qui est rwandais et qui ne l'est pas. Il y a des gens qui parlent la même langue. Trouver des gens qui parlent la langue du Rwanda dans cette partie du Congo est tout à fait normal. Ces accusations ont été relayées non seulement par les diplomates congolais, mais aussi par l'organisation Human Rights Watch. Une guerre des mots, dit Louise Mushikiwabo, qui conduit à des actes de violence. Dans certains médias proches du gouvernement congolais, on parle de traquer les Rwandais et de tuer les Tutsis. Cela nous rappelle la rhétorique de 1994, avant le génocide. Et le Rwanda surveille de très près ce genre de déclarations. Reste ce rapport de l'ONU dans lequel un groupe d'experts dit avoir des preuves du soutien de gradés rwandais aux mutins du M23. Pour l'instant, la publication en a été retardée. Karim Lebourg, New York RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Temps universel, on reste dans la région des Grands Lacs, dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation des populations déplacées se détériore un peu plus chaque jour. Depuis des mois, elle fuit les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23, mais un nouvel ennemi a fait son apparition. Il s'agit du choléra qui a déjà contaminé des centaines de personnes, notamment à Rwanguba, dans le territoire de Rutshuru. Pour faire le point, j'ai joint Michael Lepé, chef de la mission MSF dans le Nord Kivu.
Les ONG n'ont pas déserté, Médecins sans frontières, on est sur le Rutshuru depuis 2006, si je ne dis pas de bêtises. Pour ce qui concerne le Rutshuru, nous sommes dans la ville de Rutshuru, et on travaille sur toute la zone de santé de Rutshuru, où les patients en fait qui sont victimes du conflit peuvent être référés à l'hôpital général de référence où on a des ressources humaines et des produits médicaux pour traiter ces patients. Dans quelle situation se trouvent les déplacés actuellement? Il y a des personnes qui quittent leur maison le matin, qui reviennent le soir ou bien qui quittent le soir en revenant le matin, puisque ça dépend un petit peu de l'activité, on va dire, sur la ligne de front. Il y a effectivement des regroupements de population aussi autour de Bunagana, à Rwanguba, à Ntamungenga, mais également aussi à Rubare ou bien à Rutshuru. Donc c'est pas des regroupements qui sont massifs, mais bon, il y a quand même quelques dizaines de milliers de personnes qui sont réparties sur tout ce grand territoire. Et se rajoute à cela effectivement une épidémie de choléra qui a enfin dit son nom hier, puisque les cas ont été confirmés. Mais une épidémie qui a commencé depuis déjà plusieurs semaines, mais une recrudescence des cas de façon très importante il y a 10 jours. Jusqu'à dimanche dernier, on avait 386 cas déjà de déclarés et de traités dans les structures où MSF intervient. Et globalement, vous diriez que vous pouvez faire face à ce début d'épidémie de choléra? Oui, tout à fait. La grosse contrainte, évidemment, étant le conflit. Donc, on est évidemment obligé de, si on peut dire, valider ou de s'informer tous les jours, plusieurs fois par jour, sur l'activité éventuellement sur le front. Donc là, c'est évidemment une contrainte qu'on a en termes d'opération, mais bon, que les gens vivent au quotidien dans cette zone-là. Mais en termes de capacité, on a les moyens. Maintenant, il faut effectivement pouvoir non seulement prendre en charge ces cas de niveau qualitatif, mais également essayer de prévenir la propagation de cette épidémie au-delà de cette zone, qui serait effectivement beaucoup plus difficile entre guillemets à circonscrire. Michael Lepay de MSF joint à Goma. Comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes en RDC, site internet. Citoyens journalistes à Kikwit. C'est la même actualité qui est partout dans les pays. C'est les épreuves des examens d'État qui est commencé depuis hier là partout dans les pays. Je suis allé voir un centre au niveau de Kikwit 11. J'ai vu les enfants le matin quand ils entraient dans les salles pour passer les examens. J'ai parlé un peu avec les élèves. Comment ils se sont préparés pour les examens. Ils sont prêts pour les épreuves. À la sortie vers 12h15, je suis retourné, j'ai vu encore les élèves, comment il s'est passé l'examen. C'est les habitudes de dire toujours oui, les examens s'est bien passé sans problème. Deuxièmement, c'est l'arrivée de notre club de Lubumbashi Mazembe qui va jouer demain avec les clubs de Kikwit au nom de Asubutuka. C'est l'actualité ici à Kikwit. Patience Ngalula, journaliste citoyenne. Chez nous à Kananga aujourd'hui, les structures membres de la société civile ont célébré la journée internationale de soutien aux victimes des tortures qui est célébrée chaque 26 juin au monde. Cette journée a été consacrée au feu Floribert Chebeya, le défenseur des droits de l'homme national qui a été assassiné le 2 juin 2010, donc qui a été aussi mis en terre le 26 juin 2012. Cette journée a été célébrée en sa mémoire. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Le Conseil de sécurité doit renouveler aujourd'hui le mandat de la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC. Alors que la situation est toujours très tendue dans les provinces des deux Kivu, plusieurs responsables d'associations congolaises ont fait le déplacement à New York pour demander des réformes du mandat de l'ONU en RDC. Parmi les critiques adressées à la MONUSCO, son incapacité à protéger efficacement les populations civiles dans l'est du pays, mais également, sur un plan plus politique, son rôle dans l'organisation des dernières élections très contestées. Karim Lebourg. Avec quelques 20 000 casques bleus, la MONUSCO est la mission la plus importante de l'ONU. Le défenseur congolais des droits de l'homme, Dismas Kitangé, regrette que chaque année le renouvellement soit quasi automatique. Il est venu à New York pour demander aux membres du Conseil de sécurité d'exiger des réformes. C'est le moment puisqu'en fait, les élections qui ont eu lieu au Congo, les choses ne se sont pas passées clairement et que le régime Kabila aujourd'hui a besoin de la communauté internationale puisqu'il est conscient que les choses ne se sont pas passées correctement et que c'est le moment de la communauté internationale d'exiger des progrès dans plusieurs domaines, y compris dans les domaines des élections et dans les domaines de la réforme du secteur de sécurité. La MONUSCO a aussi pour mandat d'aider à la réforme des services de sécurité congolais. Les résultats sont insuffisants, estime le directeur d'ONG Emmanuel Kalonji.
Le mandat n'est pas clair là-dessus et notre souci, c'est qu'on clarifie et qu'il y ait une ligne précise là-dessus, qu'on puisse reformuler ce mandat-là de manière claire avec le volet réforme du secteur sécuritaire qui ait pratiquement un appui technique en ce sens. Beaucoup d'observateurs regrettent également que la MONUSCO communique mal avec la population congolaise qui lui accorde peu de crédibilité. Karim Lebourg, New York RFI. Alors, le Conseil de sécurité de l'ONU doit-il revoir sa stratégie en République démocratique du Congo? Écoutez ce qu'en pense Robert Mabala, secrétaire général du Conseil national des organisations non gouvernementales de développement congolaises. La présence de cette mission des Nations Unies, c'est justement pour assurer la paix dans notre pays. Mais lorsque nous voyons que dans une partie du pays, les populations, à cette période où ils doivent faire des champs, sont en train de se déplacer d'un lieu à un autre et ne peuvent pas assurer la vie scolaire de leurs enfants. Alors nous, on ne comprend pas, on s'interroge. Qu'est-ce que cette mission des Nations Unies rend comme service au pays? C'est une mission la plus importante du monde et qui est dans un coin, dans une province. La province du Nord Kivu, c'est là où toutes les forces des Nations Unies sont concentrées. Et c'est là aussi qu'il y a des troubles, qu'il y a des désordres. Mais comment est-ce que cela peut arriver? À chaque fois qu'ils arrivent vers la fin de leur mandat, il y a une situation qui doit se produire et on dit qu'il faut renouveler. C'est le même jeu qui continue. Nous pensons que ça ne sert à rien à pouvoir renouveler. Ça fait combien d'années? Robert Mabala, secrétaire général du Conseil national des ONG de développement congolaises, des propos recueillis par Boniface Vignon. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Des populations déplacées se détériorent un peu plus chaque jour dans l'est de la République démocratique du Congo. Depuis des mois, elles fuient les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23. Un nouvel ennemi a fait son apparition. Il s'agit du choléra qui a déjà contaminé des centaines de personnes, notamment à Rwanguba, dans le territoire du Rutshuru. La situation dans l'est de la RDC sera discutée vendredi, ici à Washington, lors d'un colloque international. L'un des intervenants sera Fidel Lumeya, directeur exécutif du Conseil congolais américain pour la paix et le développement, une ONG basée dans la région de Washington. Les intervenants dont nous sommes allons parler des questions qui font qu'il y ait persistance de la violence à l'est du Congo et puis quelles sont les solutions par les Congolais et les Congolaises eux-mêmes, et puis les solutions venant de la communauté internationale. Mais selon vous, quelles sont les causes profondes de cette situation qu'on observe aujourd'hui dans l'est de la RDC? Selon moi, après toute mon expérience à l'est du Congo, et puis aussi la lecture que j'ai faite, il y a 3 doctrines qui sont développées à l'est du Congo, entre Kigali et Kinshasa. Kigali vient avec une doctrine que j'appelle la doctrine de la prévention du second génocide au Rwanda. Et Kinshasa vient avec une doctrine que j'appelle la doctrine de la balkanisation du Congo. Et puis, il y a la 3e doctrine qui est le pouvoir Hutu, qui est articulé par les forces de libération du Rwanda, les FDLR, qui sont dans le Walikale et dans la région sud du Kivu. Comment se comparent ces 3 doctrines dans leur interaction? Ces 3 doctrines ne sont pas mutuellement exclusives, ils sont mutuellement inclusifs. Dans ce sens que vous prenez par exemple 1996, quand l'AFDEL cherchait à prendre le pouvoir à Kinshasa, l'AFDEL a articulé la doctrine rwandaise du second génocide. Au nom de cette doctrine-là, on a articulé une politique qu'il fallait laisser l'AFDEL prendre le pouvoir à Kinshasa. Le pouvoir de Kinshasa, se voyant dans le péril, est venu avec la doctrine de la balkanisation du Congo. Les gens de l'AFDEL en 96, le RCD en 98, Tanganda actuellement, et puis les M23 qui sont là, et même Nkunda, ont joué ces jeux-là. Une fois qu'ils ont le support du Rwanda, quand ils arrivent à Kinshasa, pour se débarrasser de Kigali, ils viennent avec la doctrine de la balkanisation du Congo, qui fait de Kigali un pouvoir qui vient envahir le Congo. D'où viendra la solution dans ce cas? La solution à la question de l'Est du Congo n'est pas politique seulement, mais elle est plus économique. C'est ici où les amis de l'Est du Congo doivent renforcer
la demande de plus de développement à l'est du Congo au lieu d'épouser des doctrines qui sont des théories de conspiration. Fidel Loumeya, directeur exécutif du Conseil congolais américain pour la paix et le développement, une ONG basée dans la région de Washington. Radio-télévision Lissolo, la radio de la référence. Dit que le Conseil de sécurité doit renouveler le mandat de la MONUSCO, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo. Sauf coup de théâtre de dernière minute, la MONUSCO devrait voir son mandat se prolonger. Cependant, plusieurs Congolais réunis au sein de la société civile et d'ONG souhaitent une réforme des objectifs assignés à cette MONUSCO en RDC. Bob Barry. Les avis sont évidemment partagés, Philippe. Il faut le dire tout de suite sur le rôle de la MONUSCO en République démocratique du Congo, surtout dans l'est du pays, notamment dans les 2 provinces de Kivu. Pour certaines organisations non gouvernementales présentes sur place, c'est grâce à la MONUSCO en République démocratique du Congo que des villes comme Goma ne sont jamais tombées entre les mains de groupes armés. Par conséquent, la MONUSCO est perçue par ces organisations de la société civile comme une barrière sécuritaire fiable entre les populations non armées et les groupes rebelles. En revanche, des Congolais comme Espérance François Boulayoumi, professeur d'université de Vienne en Autriche, estime que la MONUSCO est une simple diversion. La MONUSCO, moi je dirais il faut la retirer complètement, mais le problème qui est là, l'armée congolaise n'est pas prête pour défendre les territoires congolais de son entièreté. C'est ça le problème. Donc avant de la retirer, il faut qu'il y ait une armée républicaine bien formée. Mais les possibilités sont là et les moyens seront là pour former cette armée. Si vraiment le Conseil de sécurité veut le faire, on pourra le faire. À Goma, une ville constamment menacée par des incursions rebelles, plusieurs organisations indépendantes souhaitent certes le maintien de la MONUSCO, mais elles exigent plus de clarté dans le mandat de la mission de l'ONU. Cela rassurera à l'avenir les populations, même si Thomas Dakemouiti, président de la coordination provinciale de la société civile dans le Nord Kivu, reconnaît le travail déjà accompli par la MONUSCO. On accuse, à tort ou à raison, la MONUSCO d'être en quelque sorte en connivence ou en bonne relation avec certains groupes armés, notamment les FDLR. À la société civile, ce que nous pouvons conclure, c'est que la MONUSCO, à notre avis, est en train de faire un travail de qualité, un travail nécessaire dans le cadre du maintien de la paix et la sauvegarde de l'unité nationale. Enfin, quelques Congolais ont fait le déplacement à New York pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU une réforme de la MONUSCO qui compte près de 20 000 casques bleus, Philippe. Merci Bob Barry. Et le Rwanda aurait violé un embargo sur les livraisons d'armes en aidant des rebelles de l'Est de la RDC. C'est là la conclusion d'un rapport d'experts des Nations Unies. Kigali a démenti à plusieurs reprises soutenir le mouvement du 23 mars, le M23, formé par d'anciens rebelles qui avaient été intégrés dans l'armée congolaise mais se sont ensuite mutinés et affrontent depuis mai dernier l'armée régulière de la RDC. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU a publié hier soir une annexe à un rapport des experts des sanctions de l'ONU qui disent disposer de preuves accablante que des hauts gradés de l'armée rwandaise, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, soutiennent les rebelles en leur fournissant donc des armes, du ravitaillement militaire et de nouvelles recrues. La présence de présumés rwandais parmi les mutins avait été révélée par la fuite du rapport, puis confirmée par l'ONG Human Rights Watch, et Kinshasa a porté la question devant l'ONU. La chef de la diplomatie rwandaise, Louise Mushikiwabo, a rejeté, elle, les accusations sur la présence de Rwandais aux côtés des rebelles dans l'est de la RDC. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. En République démocratique du Congo, renouvellement du mandat de la MONUSCO, actuellement composé de 20 000 casques bleus. Notons que c'est la plus importante mission des Nations Unies. Bonsoir à tous. Le mandat de la MONUSCO a été renouvelé aujourd'hui par le Conseil de sécurité de l'ONU à New York. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque le mandat est reconduit chaque année maintenant. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RDC est composée actuellement de 20 000 casques bleus. C'est la plus importante mission des Nations Unies. On sait que les relations entre Kinshasa et l'ONU n'ont pas toujours été très cordiales au sujet de la force onusienne. Or, il semblerait cette année que les autorités de la RDC acceptent plutôt bien le renouvellement de ce mandat. Écoutez les explications d'Atoki Ileka. Il est ambassadeur de la RDC en France et auprès des Nations Unies. Le texte voté tout à l'heure par le Conseil de sécurité est un texte qui
globalement conviennent la partie congolaise. Dans ce sens que nous retrouvons toutes nos préoccupations qui renouvellent le mandat de la MONUC, qui met un accent particulier sur les aspects consolidation de la paix, stabilisation, de même qui ouvre la voie à une plus grande réflexion quant à l'avenir de la présence onusienne en République démocratique du Congo. Donc vous êtes satisfait de ce nouveau texte ? Le point de satisfaction, c'est que c'est le renforcement de l'aspect consolidation de la paix et stabilisation. Parce que, comme je l'ai dit, cela ouvre la voie à une requalification à l'avenir de la présence onusienne. Nous devons passer maintenant d'une opération de maintien de la paix. Nous sommes dans une opération de stabilisation et demain nous aimerons avoir une relation normalisée avec les Nations Unies, à une équipe pays comme cela se fait partout dans le monde, là où vous n'avez pas des opérations de maintien de la paix. Et plus tard, évidemment, un transfert de certaines responsabilités qui sont exercées actuellement par la composante civile de la MONUSCO vers les institutions de la République. Mais on sait que le gouvernement congolais était assez critique concernant cette mission onusienne. Pourquoi tout simplement ne pas demander le départ de la MONUSCO ? Je vais vous donner un exemple qui est assez précis. Il a été annoncé que les troupes françaises allaient quitter l'Afghanistan à la fin de l'année. Et vous allez remarquer que pour quitter un terrain d'opération, cela ne se fait pas en un seul jour. Cela se fera par étapes. De même qu'aujourd'hui, comme je dis que vous voyez le paragraphe 27 de cette résolution, qui ouvre la voie à un travail d'un mécanisme conjoint entre les Nations Unies et la RDC, qui va maintenant déterminer les différentes étapes d'un éventuel désengagement des Nations Unies en tant qu'opération de maintien de la paix de la République démocratique du Congo. La MONUSCO est-elle efficace ? Bon, efficace, on peut tout dire. Il y a à boire, il y a à manger, mais ce qui est vrai, c'est que cette présence onusienne a quand même aussi dans une certaine mesure aussi aider à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Ça, c'est un fait indéniable. Atoki Ileka, ambassadeur de la RDC, joint aux Nations Unies à New York. Direction Goma, où se tient un colloque international sur les bases de la refondation de l'État en RDC. Cette rencontre vise à jeter les jalons de cette reconstruction. Les détails depuis Goma avec le correspondant de la Voix de l'Amérique, Primo Pascal Rudaigua. Environ 40 acteurs du monde académique, politique et associatif venus de la République démocratique du Congo, de la région des Grands Lacs et du reste de l'Afrique et de l'Occident partagent leurs expériences sur la bonne gouvernance. Qu'est-ce qui a motivé cette rencontre? C'est la question que j'ai posée au professeur Godefroy Kamana, président de l'Institut interculturel dans la région des Grands Lacs. Notre ambition, c'est de pouvoir construire un nouveau Congo dans la région des Grands Lacs, avec une nouvelle culture d'enrichissement interethnique et entre les pays, et une culture d'une visée d'un panafricanisme qui soit le rêve de tous les jeunes, afin qu'une Afrique unie devienne une Afrique puissante, forte, prospère, développée, rayonnante et fascinante. S'agissant de la République démocratique du Congo, Kizito Mushizi est député national et élu de Bukavu au sud Kivu. Il y a surtout cette incapacité du pouvoir en place de ne pas reconnaître comme des acteurs de la scène politique la société civile et les acteurs politiques membres de l'opposition comme des acteurs de la scène politique et de ne pas les reconnaître comme des interlocuteurs obligés pour la consolidation de la démocratie. Pour le père Didier Defailly, un Belge qui est au Congo depuis 1966, il n'y aura jamais un État digne de ce nom si les dirigeants ne respectent pas les droits des citoyens. Vous ne pouvez pas exiger des gens d'être honnêtes si vous ne les payez pas. Vous ne pouvez pas exiger des enseignants d'être honnêtes si vous ne les payez pas. Vous ne pouvez pas exiger des militaires de se battre pour le pays, comme on doit le faire maintenant, si vous ne les payez pas. Vous les payez de manière ridicule. Vous connaissez les opérations retour, non? Bon, ça va où? Ça va à une direction bien précise qui s'appelle Kinshasa. Supprimez les opérations retour et vous allez pouvoir commencer à payer les gens convenablement. Les femmes, quant à elles se sentent interpellées par l'éducation qu'elles doivent donner aux futurs dirigeants de la République démocratique du Congo. Esther Landou de l'Université protestante du Congo. Nous aussi, en tant que maman, nous sommes interpellés à un certain niveau. Quelle sorte d'éducation, quel type d'éducation avons-nous donné à ces hommes qui ont géré ces pays? C'est à ce niveau-là que je me sens interpellée en tant que maman. Les actes de ces colloques seront publiés dans la collection Culture et Mémoire vivante et seront traduits en langue nationale pour une plus grande vulgarisation auprès des populations congolaises. Goma, Primo Pascal Rudaigua, La Voix de l'Amérique. Et comme chaque soir, voici à présent les témoignages des 100 citoyens journalistes. Pascal Yamuno, citoyen journaliste à Congolo.
L'actualité reste dominée par les préparatifs du 30 juin à Congolo. Ainsi donc, une réunion de sécurité est en train de se tenir pour voir dans la faisabilité comment sécuriser la fête de l'indépendance ce samedi en RDC et particulièrement dans les districts du Tanganyika. Ainsi donc, ce Conseil de sécurité est en train de prendre des précautions, entre autres prévoir comment est-ce que la population doit fêter sans avoir des inquiétudes. Mais ce qu'il faut noter que ces derniers temps à Congolo, il y a eu plusieurs cas de vol par des personnes non autrement identifiées. On a dénombré au moins 5 magasins ont été dévalisés par des bandits. Valérie Biladi est journaliste et citoyenne à Kisangani en province orientale en RDC. Il y a eu des affrontements pendant le week-end aussi à Epulu, là où il y a les espèces protégées qu'on appelle Okapi. La situation commence à redevenir calme par quelques inciviques. Et puis le 30 juin aussi, on va fêter ça dans la méditation. On va seulement célébrer une messe pour estimer qu'il y a une partie de la RDC qui est encore attaquée par d'autres groupes armés. La province orientale a pu réfléchir et a trouvé que cette situation trouble toute de la République démocratique du Congo et voudrait compatir au malheur de nos frères qui sont encore attaqués par quelques groupes armés et soutenus peut-être par des pays voisins. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. L'expert des Nations Unies assure disposer de preuves accablantes de la violation d'un embargo sur les livraisons d'armes pour le Rwanda. Le pays des 1000 collines accusé de soutenir les rebelles qui mènent la vie dure aux soldats à l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le gouvernement de la RDC traîne son homologue du Rwanda devant le Conseil de sécurité des Nations Unies avec une plainte en bonne et due forme. Vous êtes branché sur la 3x.radiolisolo.com. Boko Haram est pointé du doigt. En République démocratique du Congo, la multiplication des désertions au sein de l'armée au cours des dernières semaines a un impact important. Tel est l'avis de la mission onusienne en RDC qui parle de défection dans le Nord Kivu au profit du M23 et du général Mutin Bosco Ntaganda. La force de l'armée et son moral ont été affectés, indique la... Probablement mitigé en RD Congo après le renouvellement du mandat de la MONUSCO par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'agit là de la mission de maintien de la paix la plus importante des Nations Unies, mais devant la persistance de la situation de trouble et d'insécurité, surtout dans l'Est, d'aucuns se posent des questions sur le rôle de la MONUSCO. J'ai essayé de faire le point avec un journaliste du Nord Kivu, notre confrère Magloire Paluku, directeur de Radio Kivu 1 à Goma. Les populations sont divisées. Il y a celle, par exemple, que nous avons rencontrée, une population qui dit que la MONUSCO fait son travail, parce que grâce à la MONUSCO, la guerre a ralenti quand même, puisque c'est une force de dissuasion. Quand vous allez au front à Rutshuru, passant par Tamugenga, enfin dans tous les territoires de Rutshuru, la MONUSCO vient après les FARDC. C'est une force qui permet qu'on gagne le temps et que les insurgés du M23 ne prennent pas des villes rapidement. Ça, c'est une partie positive de la MONUSCO. Mais de l'autre côté, ça fait quand même plus de 10 ans que la MONUSCO après est là et que ce sont des prorogations sur prorogations. La population s'interroge et se demande qu'est-ce qu'elle fait puisqu'elle ne peut pas tirer sur les rebelles ni sur les insurgés. Ça fait un questionnement où on trouve que c'est une force un peu budgétivore et qui ne sert à rien. Et quel est votre sentiment, votre propre sentiment là-dessus? Personnellement, je ne sais pas donner mon sentiment. Ça veut dire, comme journaliste, la MONUSCO a son rôle à faire. J'ai parlé avec le chargé de l'information ici au Nord Kivu de la MONUSCO, qui dit que le mandat qui vient de s'achever était de sécuriser les civils. Et ça, c'est vrai que quand même, la MONUSCO joue un certain rôle de protection de la population civile, ça c'est correct. Mais bien entendu, la MONUSCO devrait changer absolument son mandat en l'autorisant à ce qu'on ouvre le feu de temps en temps ou que ce soit une force qui empêche absolument qu'il y ait une autre rébellion en RDC. Ça serait encore mieux, elle serait plus acceptable, je pense.
Magloire Paluku, directeur de Radio Kivu 1 à Goma. Magloire revient du front, ce sera la seconde partie de notre entretien. Demain, dans Aujourd'hui, l'Afrique centrale. Vous êtes branché sur la 3xwradiolissolo.com. Le Rwanda aurait donc violé l'embargo sur les livraisons d'armes en aidant les rebelles de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est en tout cas ce qu'affirment des experts des Nations Unies. Ceux-ci indiquent disposer de preuves accablantes. Des gradés de l'armée rwandaise fourniraient armes, recrues et ravitaillements aux mutins du M23. Kigali avait par avance démenti les conclusions de ce rapport, Olivier Roger. Les experts de l'ONU qui travaillent sur le rapport depuis la fin 2011 sont formels. Ils disposent de preuves accablantes de l'implication de l'armée rwandaise aux côtés des soldats mutins du M23. Selon l'ONU, des officiers rwandais de haut rang ont fourni une aide directe à la création du mouvement rebelle en apportant à la fois des armes, des soldats et des jeunes recrues. Par ailleurs, selon les experts, les responsables rwandais sont aussi impliqués dans l'octroi d'un soutien politique et financier au M23. Le rapport ainsi que ses annexes ne devaient pas être rendus publics avant la fin août, mais la RDC a multiplié les accusations, notamment envers les États-Unis, soupçonnés de vouloir protéger leur allié rwandais. Finalement, ces accusations ont conduit le Conseil de sécurité à accélérer le processus de divulgation du texte. Côté rwandais, on a par avance démenti les conclusions du rapport. Lundi, la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, affirmait que son pays ne soutenait en aucune façon les rebelles de l'Est du Congo. Hier, elle déplorait le fait que ce rapport encore partiel ait été divulgué sans que Kigali ait pu apporter ses réponses. Quant à son homologue congolais, Raymond Tshibanda, il attend maintenant que l'ONU tire toutes les conclusions de ce rapport et prenne ses responsabilités pour, dit-il, que le soutien rwandais aux rebelles prenne fin. Écoutez justement le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Raymond Tshibanda. Je souhaite qu'on aille plus loin et que ce rapport soit publié intégralement, y compris l'annexe. La République démocratique du Congo ne recherche pas à titre prioritaire la condamnation d'un État quelconque. La République démocratique du Congo exige le respect par tous des règles établies pour la bienséance entre les États et pour la cohabitation pacifique. Si il s'avère, comme ça semble être le cas, que l'un ou l'autre État aurait violé les dispositions de certaines résolutions du Conseil de sécurité, il appartient au Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à en tirer toutes les conséquences. Mais ce qui est important pour nous, c'est que la responsabilité du Rwanda étant établie, il soit demandé au Rwanda et obtenu du Rwanda que ce qui s'est fait en ce moment cesse et que la rébellion, la mutinerie ne bénéficie d'aucun soutien, qu'elle puisse être résorbée. Je crois que tout dépend du Rwanda. Le Rwanda choisit d'être un facteur de paix, de stabilité dans la région, où le Rwanda choisit d'être un facteur de perturbation de la paix, un facteur d'instabilité de la région. Raymond Tshibanda, chef de la diplomatie de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, en RDC, un opposant a disparu. Eugène Diomi Ndongala, président de la démocratie chrétienne. Par ailleurs, porte-parole de la majorité présidentielle populaire, une mouvance proche d'Étienne Tshisekedi, est accusé de viol par la police. Hier, son bureau a été perquisitionné, mais lui-même est porté disparu, enlevé par des hommes armés, selon ses proches, en cavale, d'après la police. Kamanda Muzembe. Il s'agirait d'une affaire de viol répétée sur des mineurs, deux sœurs que Eugène Diomi Ndongala aurait eu l'habitude d'inviter au directoire de la démocratie chrétienne, son parti politique. Mais mardi soir, ces filles auraient dénoncé les faits chez leurs parents qui à leur tour auraient alerté la police. Aussitôt sur les lieux, les agents de l'ordre ont assiégé la parcelle jusqu'au lendemain matin. La fouille effectuée par la suite n'a pas révélé la moindre trace de Diomi. Joint au téléphone mercredi matin par RFI, le président de la démocratie chrétienne a réfuté ces accusations. Selon lui, c'est une cabale car, a expliqué Diomi, j'étais déjà parti du bureau avec mon avocat au moment des faits présumés. Depuis, le téléphone de Diomi n'a plus répondu. Qu'est-il alors arrivé à l'opposant? Le secrétaire général de sa formation politique, Freddy Kita, a déclaré que Diomi a été enlevé mercredi vers 13h par une trentaine d'hommes armés alors qu'il roulait à bord de son véhicule. Faux, a répondu la police par le biais du colonel Kanyama, joint également au téléphone par RFI. Pour cet officier, Eugène Diomi a eu le temps de se soustraire et de se cacher. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolissolo.com.
La tension ne cesse de monter entre le Rwanda et la RDC, alors que des experts des Nations Unies accusent Kigali de soutenir un groupe de rebelles, le M23 dans l'est de la RDC. Eh bien, Kigali vient à son tour d'accuser Kinshasa de relancer sa collaboration avec les rebelles Hutus des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Ce matin, le ministre congolais des Affaires étrangères a appelé l'ONU à prendre ses responsabilités vis-à-vis du régime de Kigali, Bob Barry. Oui, on peut effectivement dire, Sandrine, que le torchon continue de brûler entre le Rwanda et la RDC. Ce jeudi, Kinshasa a officiellement accusé de nouveau son voisin d'apporter son aide aux rebelles du M23 qui continuent de résister aux forces armées régulières de la RDC dans l'est du pays. Des accusations renforcées par la publication d'un rapport d'experts de l'ONU qui pointe également du doigt Kigali de soutenir logistiquement mais aussi en munitions les groupes armés dont celui dirigé par Bosco Ntaganda, ancien général de l'armée congolaise. Georges Bergezam est expert à l'International Crisis Group. Pour lui, il n'y a aucun doute que Kigali reste l'un des soutiens du M23. Armes, munitions, ravitaillement militaire et surtout des nouvelles recrues. Il y a de nombreux enfants rwandais qui sont actuellement recrutés et qui sont envoyés au Congo pour combattre. Hier, mercredi, Kinshasa a demandé à saisir l'ONU pour mettre en garde le Rwanda au sujet de la présence dans son pays aux côtés des rebelles dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, Kinshasa parle d'ailleurs de conspiration qui pourrait évoluer dangereusement vers un schéma de rupture de la paix entre les deux pays. Pour Georges Bergezam, si rien n'est fait, l'accord de paix signé entre les deux pays voisins risque de voler en éclats. Le problème, c'est aussi l'échec du précédent accord entre le Rwanda et le Congo, avec les conditions d'intégration des anciens rebelles soutenus par le Rwanda. Ces conditions n'étaient pas bonnes, quoi. On les a simplement déplacés, ils ont simplement changé d'uniforme, et on voit la limite d'une telle sorte d'intégration dans l'armée, quoi. Côté rwandais, vous l'avez souligné Sandrine, Kigali ne reste pas les bras croisés. Le gouvernement de Paul Kagame a accusé la RDC de relancer sa collaboration avec les rebelles Hutus des forces démocratiques de libération du Rwanda. Des accusations rejetées par Kinshasa qui les qualifie de mauvaise foi. Faut-il alors s'attendre à un conflit armé entre les deux voisins? L'ONU en tout cas a prolongé hier le mandat de sa mission en RDC, la MONUSCO. Merci Bob Barry. D'ailleurs, les termes qui ont été employés par la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, pour qualifier le rapport des Nations Unies, ce sont des termes assez durs puisqu'elle parle d'un document préliminaire partial qui doit encore être vérifié. Il faut rappeler que ce rapport de l'ONU qui accuse donc Kigali de soutenir des rebelles dans l'est de la RDC en leur fournissant des armes. Ce document a été publié mardi, mais son annexe de ce rapport n'a pas encore été divulgué. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Camille Grosdidier avec vous. Des dizaines de femmes et fillettes toujours portées disparues dans l'est de la République démocratique du Congo suite à la destruction dimanche par des combattants Maïmaï du chef milicien Morgan de l'Institut congolais pour la conservation de la nature et de la réserve de faune à Okapi, près du village d'Epoulou dans le nord-est du pays. Les miliciens se sont emparés des femmes et fillettes présentes sur les lieux lors de leur raid de dimanche, ainsi que de celles qui se trouvaient dans les environs, et l'on est sans nouvelles des victimes. Ils ont également tué plusieurs gardes et abattu 13 Okapi. Le conservateur principal de la réserve, Ghislain Somba, revient sur l'attaque. Vers 5h15, les assaillants conduits par M. Morga Fadala, qui est originaire de la chefferie de Bombo, en territoire de la SAP, district de Lituri, province orientale, qui sont dirigés dans la partie à la station de la réserve de faune à Okapi à Epoulou. Alors, ils ont directement commencé, ils ont encerclé la station et il y a une équipe qui est aussi entourée les cas de garde de parc et ils ont commencé à échanger les coups de balle. L'échange a duré presque 25 minutes et de là, ils ont réussi quand même à déloger notre équipe de garde de parc et ils ont entré dans la station et commencé à abattre les animaux. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont voulu tout casser et abattre tous les animaux?
ils n'ont pas une raison. Ce sont des inciviques, ils viennent là-bas, ils disent qu'ils sont en train de revendiquer la terre de leurs ancêtres. Au moment où cette terre a été érigée sur ordre du chef de l'État de la République démocratique du Congo comme une aire protégée et à 97 comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ça c'est la raison qu'ils ont évoquée là-bas. Et directement, ils peuvent plutôt s'attaquer aux animaux au lieu de mettre leurs problèmes sur la table et on peut procéder par dialogue. Qu'est-ce qu'il reste du centre? Vraiment, le dégât est énorme. Il n'y a plus rien. Les bâtiments administratifs sont détruits. Tous les systèmes informatiques, que ce soit les antennes paraboliques, ont été brûlés. Les résidences des responsables ont été brûlés. 13 okapis qui étaient aux eaux des poules ont été abattus et il ne restait qu'un seul okapi. Mais celui-là a résisté. Mais on n'a pas l'espoir qu'il doit encore survivre parce qu'il a encore 3 balles dans son corps. Le centre employait une centaine de personnes. Que va-t-il leur arriver? Vous savez, il y a plus de 500 travailleurs qui survivent. Si vous faites la moyenne, il y a plus de 2000 ou 3000 personnes qui survivent de l'emploi à la réserve des fonds au Okapi. C'est une situation qui est très dangereuse à la contrée et nous pressentons que l'insécurité va aussi s'intensifier dans la partie de la réserve et on va tout décimer maintenant parce que présentement, il n'y a aucun garde-parc qui est à la station. Tout le monde est pourchassé. Moi-même, je suis déjà à 100 km de la station. Alors, tout est resté à la merci des inciviques. À part les pillages qu'ils ont perpétrés à la station, l'abattage des animaux, il y a aussi les cas de viols. Toutes les femmes, toutes les filles du village sont emportées et sont là-bas avec Morga et sa troupe en forêt. Nous demandons au gouvernement congolais de mettre main sur M. Morga et sa troupe et que la justice soit faite. Monsieur Ghislain Somba, joint dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ici Washington, Le Monde aujourd'hui, édition Afrique centrale, Camille Grosdidier avec vous. La Voix de l'Amérique s'associe à une initiative nommée 100 citoyens journalistes pour couvrir les événements en RDC. Olivier Mwamba, citoyen journaliste ville de Bukavu, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a eu échange à Bukavu entre la banque congolaise et ses partenaires sur le lancement de billets à valeur faciale adaptée. Il a réuni plusieurs banques commerciales opérant dans la ville de Bukavu, quelques commerçants et les grands opérateurs économiques de la province du Sud Kivu. C'est Irène Mbombo à Kananga, au Kasaï occidental. Si à Kananga, l'actualité est marquée par l'installation du bureau du fonds de la société civile pour la bonne gouvernance. Ce projet couvre toute la République démocratique du Congo. Ce projet vise l'encadrement de la population sur ses droits, apprendre aussi à la population comment rendre redevables ses besoins fondamentaux. Alors, une autre actualité, c'est que les députés provinciaux ont voté un édit. Cet édit porte statut du personnel de l'Assemblée provinciale parce que les personnels qui travaillaient au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale travaillaient sous contrat, n'étaient pas mécanisés. Donc, c'est tout ce qui fait actualité ici à Kananga. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Et on débute donc cette édition par les relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Des relations tendues, c'est le moins qu'on puisse dire, Loïc, au lendemain de la présentation à New York de documents de l'ONU. Ces documents accusent Kigali d'avoir appuyé la rébellion du M23 qui se bat dans le nord Kivu contre les FARDC. Précisément, il s'agit des annexes du rapport du panel d'experts des Nations Unies sur les violations de l'embargo sur les armes. Une quarantaine de pages en tout qui s'appuient sur des interceptions de communication radio, des rapports internes de l'armée congolaise, mais aussi sur des témoignages venant notamment de déserteurs du M23. Cyril Ben-Simon. Des armes, des munitions, une aide au recrutement sur le territoire rwandais et même en plusieurs occasions un appui militaire direct pendant les combats au Nord Kivu. Pour le panel d'experts des Nations Unies, Kigali soutient sans réserve les rebelles congolais du mouvement du 23 mars. Selon les experts des Nations Unies, 5 personnalités rwandaises et non des moindres sont au cœur de cette collaboration. Parmi elles, on retrouve notamment le ministre de la Défense,
défense James Kabarebe, le chef d'état-major Charles Kayonga et l'ancien chef des renseignements militaires Jacques Nziza. Toujours d'après les enquêteurs de l'ONU, des officiels rwandais ont fait pression sur des hommes politiques, des militaires et des hommes d'affaires des deux Kivu pour qu'ils rejoignent ou appuient cette nouvelle rébellion. Si d'après ce document, Kigali a soutenu depuis l'an dernier 6 autres groupes armés actifs dans l'est du Congo, sa relation avec le M23 est beaucoup plus profonde. À en croire les enquêteurs de l'ONU, le 4 mai, soit 2 jours avant la création de son mouvement, le colonel Sultani Makenga a traversé la frontière congolaise pour rencontrer à Gisenyi un officier rwandais. Pour rédiger ce document, les enquêteurs de l'ONU affirment avoir recoupé leurs informations auprès d'au moins 5 sources, mais certaines limites peuvent tout de même être pointées du doigt. Sécurité oblige, tous les témoignages sont anonymes. Plus problématique, aucun document, certes toujours difficile à obtenir, ne vient établir formellement l'origine des armes ou des fonds dont dispose le M23. Une précision signée Cyril Ben-Simon. En outre, le Rwanda accuse la RDC de relancer la coopération entre son armée et les rebelles Hutus des FDLR. Kigali qui accuse même nommément une personne, le gouverneur du Nord Kivu. Selon les autorités rwandaises, Julien Paluku Kaongia aurait été chargé par le président Kabila d'identifier des personnalités ayant des contacts avec les FDLR. Le gouverneur, lui, dément catégoriquement. C'est avec beaucoup d'étonnement que j'ai reçu ce message. Je comprends que les Rwandais avaient seulement détourné l'opinion de toute l'attention qui est aujourd'hui focalisée sur lui à la suite de ces rapports des experts des Nations Unies qui l'ont nommément cité dans les conflits qui se passent en province du Nord Kivu. Moi, je pense que le gouvernement rwandais est finalement aux abois face à toute la pression internationale qui pèse sur lui. Nous avons des unités qui ont été formées par les Américains, qui ont été formées par les Belges. Ce sont des unités qui sont engagées. Comment devrons-nous recourir à une infime partie des FDLR qui restent au Nord Kivu, qui ne dépasse pas 500 personnes? Donc nous n'avons aucune intention, et ça ne peut même pas nous arriver, de recourir à des génocidaires, à des gens qui sont alliés plutôt à Bosco Ntaganda, parce que nous avons de la certitude lorsque nous avons pris certains éléments dans les rangs de Bosco Ntaganda, qui sont des ex-FDLR qui ont été rapatriés au Rwanda et que le gouvernement rwandais a ramenés aux côtés des militants. Maintenant, il veut camoufler cette vérité pour commencer à dire que c'est nous qui disons les FDLR. Moi, je crois qu'il appartiendra à la communauté internationale de tirer toutes les conséquences face à ce genre de détournement de l'opinion vis-à-vis des problèmes réels qui se posent sur le terrain. Julien Paluku Kaongia, le gouverneur du Nord Kivu, joue en téléphone par Cyril. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Sujet de la RDC justement, Nathan de Bukavu dans l'est du pays estime lui que la situation à l'est du Congo est un moyen pour le président Kabila de détourner l'attention des Congolais de lui suite à sa tricherie électorale. Il tient à nous montrer que c'est le Rwanda qui est à la base de la guerre pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. La guerre de l'Est est due selon lui à la mauvaise gouvernance et à la tricherie électorale. En tout cas, selon Nestor de Kisangani, renouveler le mandat de la MONUSCO est un non-événement. Cela signifie que cette mission budgétivore continue à agir en médecin après la mort, affirme-t-il. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. Les cas de violences sexuelles continuent dans la plus grande impunité dans le territoire de Wamba en RDC, en province orientale. La sœur Myriam Iyandey, directrice du Centre multifonctionnel pour la promotion de la femme de Wamba, a récemment tiré la sonnette d'alarme et lancé un appel à l'aide. J'ai pu la joindre au chef-lieu de Wamba. À propos des violences sexuelles ici à Wamba, ce que vous avez appris, ce n'est pas une fausse information, c'est une réalité vérifiable. Des 62 cas dont on vous a parlé, ce sont les cas que nous avons pu identifier, enregistrer sur le terrain ici à Wamba Centre. Et aussi, il y a beaucoup d'autres cas qui passent inaperçus dans les villages, au faubourg, aux environs de notre territoire. Ma sœur, vous parlez de mineurs. Il y a pas mal de mineurs parmi ces victimes. Et certaines d'entre elles sont tombées enceintes, selon vous. Alors, que fait-on pour leur venir en aide? Parmi ces 62 victimes de violences sexuelles qu'on a identifiées, nous avons enregistré 25 cas de grossesse. Toutes ce sont des mineurs, moins de 18 ans. Il y a 25 filles victimes de violences sexuelles qui sont tombées grosses. Pour leur venir en aide, c'est un problème. Nous nous débrouillons avec les moyens de bord. Nous n'avons pas un financement pour leur venir en aide. Et pourtant, il y a des besoins auxquels nous devons répondre. Il y a les soins médicaux, l'encadrement psychosocial,
leurs petits besoins, la prise en charge holistique de toutes ces victimes de violences sexuelles. Nous n'avons pas de fonds, nous n'avons pas de financement pour leur venir en aide. Qui sont les coupables de ces violences sexuelles et que fait-on contre eux? Parmi les violeurs, d'après les analyses que nous avons faites sur terrain, il y a les pygmées. Les pygmées ici violent les femmes, les filles, il y a même les agents de l'ordre comme les policiers. Parce que tous ces cas, je les enregistre dans un tableau. Et pour chaque victime, j'identifie les violeurs. Mais que fait-on pour arrêter ce cycle infernal? À mon avis, à ce que je sache, d'après l'expérience qu'on a déjà faite, pour arrêter, pour chercher à éradiquer ces phénomènes, il faut une forte sensibilisation pour vulgariser les nouvelles lois sur les violences sexuelles. L'administrateur du territoire de Wamba est cité comme ayant reconnu que les auteurs des violences sexuelles incarcérés ailleurs sont libérés par la suite. Qu'en est-il au juste? Pour cet aspect-là, moi j'en ai l'expérience, c'est parce que l'avant-dernier cas de viol qu'on a pu enregistrer, il s'agit d'une petite fille de 5 ans, orpheline de père et de mère, qui a été violée par un homme d'affaires. On a réussi à arrêter l'homme. Malheureusement, au niveau de notre police ici locale, l'homme s'est évadé. Et jusqu'à présent, on n'a plus de traces. À part cet homme-là qui a violé la petite de 5 ans, il y a aussi d'autres violeurs qu'on a acheminés ici recueilleusement. Là aussi, ils vont s'évader. Alors, on est compris. C'est l'intimité qui favorise ici chez nous au territoire le cas de viol. La sœur Myriam Inyendeaï, directrice du Centre multifonctionnel pour la promotion de la femme de Wamba. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise.